Alors, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, nous sommes en pleine fête du patrimoine européen et durant tout le week-end et même durant toute la semaine, peut-être que certains sont déjà allés visiter l'exposition. Il y a des sculptures, des peintures de plusieurs peintres. On a la chance d'avoir parmi les spectatrices Andrea Ferreira qui expose là-bas. Vous pourrez voir ses tableaux. Il y en a un que vous ne pourrez pas prendre parce que j'ai déjà acheté, mais je ne l'ai pas encore payé. Mais voilà, quoi, le deal est fait. Le deal est fait. Donc Blues en Seine a choisi pour fêter ce patrimoine de s'installer à 3 endroits de la ville, représentant symboliquement 3 moments forts de l'histoire de notre commune. Le premier, c'est le hameau, le château de Vitry, l'origine de la ville, côté médiéval. Ensuite, vous pourrez à 15 h nous rejoindre pour la Révolution française au Belvédère. Comment la ville de Guignes, par le biais de Laurent Lecointre, a été impliquée dans la Révolution française. Et enfin, puisque tout le monde en parle et c'est un peu la campagne de France sur Napoléon, on le retrouve puisqu'il a été au Sainte-Barbe en 1814 pendant la campagne de France. Donc ça, ce sera à 16 h. À 15 h, c'est la Révolution française. Et à 14 h, comme nous étions ce matin, nous retrouvons les débuts de l'histoire de la commune de Guignes. En parallèle, vous avez Guignes-la-Putain, ça c'est pas avec son archer, le capitaine Le Sourd, qui va venir nous rejoindre. Ce qui veut dire que vous pourrez, jusqu'à quelle heure Stéphane, peut-on faire de l'initiation tir à l'arc? Jusqu'à 16 h. D'accord. Donc juste après, si vous voulez tirer quelques flèches, allez-y, profitez-en. Ce sont les archers calméciens, ils sont super sympas. Et il y a également la possibilité de visiter l'église, qui est commentée par Monsieur Avron. Je crois que ça dure aussi toute l'après-midi, me disait Michel. Jusqu'à 16h30. D'accord, jusqu'à, c'est pas à 16h30, jusqu'à 16h30. Voilà. Donc beaucoup de jolies choses en perspective. Et puis nous avons Espoir de Motis, le cheval sur lequel Napoléon se rendra tout à l'heure sur la place de l'église. Cavalier, tout va bien? Pour attaquer? Alors, tout commence pour Guignes par le château fort de Vitry, bâti au XIIe siècle sur l'emplacement de la villa du gallo-romain Victorius. Ave, braves gens, Victorius, c'est moi. Je m'en vais saluer le passage de la Légion sur cette voie romaine. Oui, bah stop. La voie romaine, elle est de Melun à Rozay, on sait tout ça, Victorius. Non mais attendez, c'est important. Il y a ici une source dont l'on rafraîchira pendant des siècles tous les visiteurs de passage. Ceux qui vont à Rome, ceux qui... Ouais, bah on a compris la source, le lavoir, la source là-bas, tout ça. Guignes a toujours été à la croisée de l'axe Melun-Meaux et de la route allant de Paris en Champagne. C'est un carrefour très ancien. Il est vrai, mais de l'époque romaine, Victorius, on n'a pas plus de précision. Ah bah c'est sympa. Je rappelle juste que nous avons retrouvé des tuiles gallo-romaines et que par conséquent... Je suis désolé Victorius, mais là on va faire un petit bond dans le temps parce qu'on est un peu pressé. Hein, à plus tard. Si un jour on fait des fouilles, on vous dira. Voilà. Je me plaindrai à César. Il faut nous rendre maintenant au l'an de grâce 1384 pour trouver l'appellation ancienne de Guignes. Ce charmant bourg eut aussi très vite le nom de Guignes-Putain. Guignes-la-Putain, puis Guignes-en-Brie, Guignes-Rabutin, Guignes-Libre, et à nouveau Rabutin, pour enfin arriver au simple et actuel Guignes. Tout démarre au château de Vitry, à cette époque trouble, où les envahisseurs arrivent de toutes parts. Mon Dieu, Guillaume, ils arrivent. Que faisons-nous? C'est qui cette fois-ci? L'année dernière, c'était des Allemands. Le mois dernier, c'était Charles le mauvais roi de Navarre. J'en peux plus, moi. Mais qu'est-ce que j'en sais? Moi, ils sont armés jusqu'au temps, c'est tout ce que je vois. Montmorency n'est pas là. Nous, on doit gérer les hameaux. Résister sera inutile, Marion. Les bourgs voisins qui se sont opposés ont tout été rasés. Donc, on fait copain-copain? On se couche quoi? Bon, d'accord, on mérite bien notre surnom de Guignes, putain. Enfin, si je comprends bien. Ah, ça va. Les paysans seront à l'abri. Les récoltes sont sauvées. Laisse-moi faire, Marion. Troupiste. Hello, we need red meat fire and bed for this night. Ah, cela
ceux-là ne sont pas allemands, mais anglais. You are? English, yes. Je me disais aussi, je comprenais rien. Oh, you can vous servir. All you are besoin. We are friends, love English law. Thank you. C'est les Anglais. Un peu plus tard, devenus hameaux de Vitry, les habitants firent valoir leur réputation de peu de résistance. Diable, d'autres arrivent! Hello, you are? Charles VI, je pourchasse les British. Ils sont passés par là! Vive le roi de France! C'est comme ça que Guigne a résisté. Hein. Et voici une autre visite. Nous sommes l'armée des Armagnacs! Ah, mais c'est très bien! Passez, venez boire un verre. Hein, ma douce? Oui. Bon, d'accord, je remets le couvert. Après les Armagnacs, d'autres. Encore un peu plus tard. Vous êtes de cette ignoble famille de Philippe Louis, duc de Bourgogne, en guerre contre les Armagnacs. Les Armagnacs n'ont jamais pu encaisser sur ces gens-là. Hein, ma douce? Pensez donc des malheureux, là. Sinon, vous restez dîner, c'est pas drôle. Voilà comment Guigne s'est adapté là où d'autres communes ont souffert. Nous, on avait le sens de l'accueil. Fallait juste pas se tromper. Et c'est ainsi que Guigne la putain prospéra, sans jamais résister à un ennemi si changeant et terriblement décidé à raser tout ce qui lui résistait. La bourgade de Guigne trouva ainsi sa place à la croisée des routes du nord au sud et d'est en ouest, laissant croître le château de Vitry, qui dépendait de Coubert et fut en 1570 la propriété de François de l'Hospital, dont le petit-fils Nicolas fut nommé marquis de Vitry. Je suis Nicolas de l'Hospital, capitaine des gardes du roi Louis XIII. Ça vous pose un problème? Du calme, l'Hospital. Oyez, damoiseau, oyez, damoiselle. En cet an béni 1617, inclinez-vous devant sa majesté Louis le Juste, votre roi. Du calme, mon ami. Approchez. Oui, doucement, doucement. Alors voilà, j'ai un petit souci avec Consigny. Vous savez, le confident de Marie de Médicis. N'ayez crainte, je m'en charge. Bien, bien. Mais vous voyez ça comment? Et ben voilà, l'Hospital envoya de Patresse le baron italien. Le pistolet, c'est radical. Il reçut en gratitude le titre de maréchal et celui de gouverneur de la Bastille. Nicolas, les calvinistes me gênent un peu ces temps-ci. Pas de souci, je m'en charge. Pan, pan. Avec moi, on va vite à l'hôpital. Riez, c'est un ordre. Il y a des désordres en Provence. Ok, pan, pan. Bon, ça suffit. Je n'ai plus besoin de vous. Vous irez dormir à la Bastille. Mais si. Et c'est ainsi qu'un peu plus tard, le bouillonnant Nicolas de l'Hospital, après un séjour à la Bastille, mais comme prisonnier cette fois-ci, finit ses jours dans son château de Nandy en 1643, laissant son fils vendre le domaine de Vitry au prestigieux général, le maréchal de Schönberg. Guten Tag. Ah, j'ai fait beaucoup pour la couronne de France. J'ai fait des guerres d'Espagne au Luxembourg. Et je suis bien dans mon château de Vitry, même si avec toutes ces missions, je n'y suis pas souvent. On dit que vous aimez la guerre? Yeah, j'ai prêté allégeance au roi de Suède, de France, d'Angleterre, du Portugal et des provinces unies. Ah oui, quand même. Mais sinon, vous n'êtes pas protestant? Ah, parfaitement. Ah oui. Le problème, c'est qu'on est en 1685, voyez-vous. On vient de révoquer l'édit de Nantes, donc à votre place... Yeah, j'ai compris. Je fais mes valises. Auf Wiedersehen. Et c'est alors que le domaine échute à un des hommes les plus riches du royaume, Samuel Bernard. Doucement, doucement. Restons modestes. Je suis riche, et alors? J'ai commencé drapier et je suis à ce jour
le plus célèbre des banquiers du royaume. Ah, vous avez mis du temps quand même. J'ai su naviguer, moi, monsieur. Je n'ai pas fini comme Nicolas Fouquet. Louis XIV a eu besoin de moi pour renflouer l'État. J'ai créé des compagnies, racheté des dettes, j'ai recouvert des impôts et j'ai même fourni des armées, si bien qu'en 1725, Louis XV m'a fait comte de Coubert. Et j'aime venir ici, me détendre en mon château de Vitry, à Guignes-la-Putain. Très bien, asseyez-vous. Vous avez des projets? Plein. J'ai déjà fait édifier des moulins à la pierre blanche, à Gratteloup, aux rues d'Avon et aux rues de Sainte-Anne. Pour les dédicaces et les portraits, je suis disponible juste après si vous le voulez. Mon ami Meunier, venez, dites ce que vous pensez de moi. Bonjour, on est tous contents ici du comte de Coubert. Pour la soirée sympa, Oui, j'y songe. Voyez ça avec mon fils. Il a des projets pour l'emplacement d'une église à bâtir sur le village. Allez, mon brave, retournez au four et au moulin. Les paysans sont increvables. Porte une vitalité, monsieur le comte. C'est cela, oui. Le bourg semble se développer de plus en plus. Je crois qu'on compte plusieurs auberges, me semble-t-il, non? La construction du grand chemin de Champagne nous a fait faire des travaux au centre de la ville. Tout le monde y passe et s'y arrête. 9 auberges au pignon sur rue. Les Trois Rois, le Sainte-Barbe, le Dauphin... Le Grand Louis, le Lion d'Or, les Culs de France Et l'auberge de Saint-Christophe, bien entendu. Il paraît que dans la rue des Trois Rois, on y est accueilli avec grand soin et par toutes sortes de plaisirs. Oui, la chair, la bonne chair est toujours appréciée ici. Oui, à Guignes-la-Putain, quoi. Guignes-en-Brie. Même si Voltaire et Madame de Sévigné font tout à Oui, enfin, respect, délicatesse, comme tous les conducteurs de diligence qui cherchent le repos et la détente auprès des chambrières pour une nuit de passage. On aura bien compris. Oui, bon, reparlons plutôt de nos projets d'église. Hein. Très bien. C'est pas l'heure de mourir, là, on est déjà en 1739. Oups, pardon. Je meurs riche, mais je vous fais mes adieux. Samuel Jacques, on t'attend. Ok, papa, j'arrive. Alors bonjour, vous êtes... Samuel Jacques Vernon, nouveau comte de Coubert. Comme je vais mourir en 1754, on va faire vite si ça ne vous dérange pas. Non, allez-y. Voilà, en 1744, j'ai fait don à la nouvelle paroisse de Guignes du Clos Saint-Christophe et d'une partie du Clos du Cygne pour y bâtir notre église, le presbytère et le cimetière. J'ai tout payé et puis je suis comme ça. Yèvle était devenu trop petit. Je tiens tout de même à remercier l'abbé Le Sourd, les citoyens Joson, Marsat, Fontaine, Rocher, Julien, sans qui rien n'aurait été possible. Cette victoire est aussi votre victoire. Ok, très bien. Et le nom de Guignes-Rabutin, alors La Pompadour et le grand Louis XV de passage ici se sont gossés notre sobriquet. Guignes-la-Putain, Guignes-la-Catin. Si bien qu'un jour, je me suis souvenu de cette anecdote en 1688. Le comte de Bussy-Rabutin. À l'époque de votre père, alors? Oui, papa, reviens, on a besoin de toi. À l'époque du père. Bonjour, je suis le comte Roger de Bussy-Rabutin, lieutenant général des armées de Louis XIV, et je viens de casser une roue de mon carrosse dans ce fief appartenant à mon ami Samuel Bernard. Ah, Roger, que fais-tu là? Un problème de bagnole, c'est rien. Dis donc, tu as vu beaucoup aux soirées. Non, j'ai pas mal d'affaires en cours à traiter. Et de toute façon, c'est plus comme avant. J'ai pris de l'âge. Ah, au fait, le roi vient de lever ma disgrâce. Je vais pouvoir me retirer tranquille. Ah, super, je suis très content pour toi. Mais dis-moi, tu écris toujours? Et tu as des nouvelles de ta cousine? Madame de Sévigné se porte encore comme un charme. Et oui, nous philosophons. Et j'applique ma plume sur des dissertations de l'amour et du libertinage. Alors comme ça, fini la débauche. Vraiment? Oui, enfin, presque. C'est elle qui m'a conseillé de m'arrêter à Guignes-la-Putain. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que ça te dérangerait si nous changions le nom de Guignes-la-Putain en celui de Guignes-Rabutin, mon ami? Ce serait un honneur pour moi, étant donné ma réputation sulfureuse. Je te conseille d'attendre un tantinet avant de prendre cette nouvelle appellation. D'accord, merci Roger. En attendant la réparation de ton carrosse, tu restes pour le tournoi de tir à l'arc? Très bien, je fais un tour par la rue des Trois Rois et j'arrive. Mais simple curiosité.
prie de venir à vous, gente publique, les archers de la compagnie de Guigne-la-Putain. Rejoignez-nous sur le terrain et admirez le prestige du concours. Il oppose les chats de meaux. Bienvenue, nous sommes les chats de meaux. Les queues de veau de brie. Merci, je vous salue. Pardon. Et Guigne et sa putain. Capitaine Le Sourd, nous vous écoutons. N'allez pas vous effaroucher et gardez-vous de vous fâcher de ce dicton si malhonnête. Mesdames, n'ayez pas horreur. Nous lèverions bientôt la crête s'il s'agissait de votre honneur. Que le spectacle commence! Et c'est ainsi que Guigne, devenu Guigne-Rabutin en 1771, continua son petit bonhomme de chemin. Le fils de Samuel Jacques Bernard dilapida une partie de la fortune et en 1790, poussé par la Révolution française, il dut émigrer à l'étranger. Sa famille, toutefois, engendra bien des descendants, jusqu'à Céleste Marie de Coubert, ancêtre de Bernadette Chirac. Je vais vous demander d'applaudir tous les comédiens. Pour saluer. Merci à vous. Du coup, les enfants, vous êtes libérés, profitez-en. Tir à l'arc, c'est jusqu'à 16h30 16h, 16h30. Vous avez la chance d'avoir les archers calméciens qui sont là. C'est des bons archers, des bons pédagogues. Donc, n'hésitez pas à aller ici. Quoi qu'il arrive, nous à 15h, on enchaîne par la Révolution au Belvédère et à 16h, nous accompagnerons Espoir de Motis et Napoléon pour nous rendre sur la place de l'église et finir cette belle journée qui s'achèvera par une visite de l'église enchaînée par la visite des tableaux et des sculptures. À quelle heure ça ferme l'expo? 18h. 18h, vous pourrez finir par là tranquillement et s'il reste des petits livres, vous pourrez même en prendre là-bas. Merci à vous, bon après-midi. Approchez, gens dedans, damoiseaux, damoiselles, nous vous attendons. Restez bien groupés, rapprochez-vous, ce sont des enfants qui jouent. Regardez, quelques enfants ont pris un peu d'âge, mais ça reste des enfants quand même. Alors, la dernière représentation pour la Révolution, le Belvédère et la vie de Laurent Lecointre. Pour ceux qui me suivent depuis ce matin, vous allez dire qu'est-ce qui radote? C'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, on est là pour les fêtes du patrimoine. Vous avez l'occasion de faire une initiation de tir à l'arc au château de Vitry que nous avons présenté tout à l'heure, ainsi que son histoire. Vous pourrez nous rejoindre à 16h pour assister à l'arrivée de Napoléon à cheval et d'une restitution de scènes de dialogue autour de Napoléon de la campagne de France. Ça, c'est à 16h et en costume toujours. La chance que vous avez lorsque vous êtes près de l'église, c'est que l'église se visite aujourd'hui et elle est commentée. Et juste derrière, sur la plage Charles Cadas, vous pouvez assister à l'exposition de culture où on a des tableaux, des sculptures, différents styles, même du street art à un moment donné. Donc c'est une très belle exposition qu'on a là-bas. En attendant, comme pour ce matin, nous allons vous présenter l'histoire de la commune de Guigne pendant la Révolution française autour de son personnage controversé et extrêmement important qui était le député conventionnel Laurent Lecointre, qui a vécu ici. Citoyens, citoyennes, vous êtes ici réunis au Belvédère qui fut à la Révolution française et un peu après le domaine du député de la Convention, le riche drapier commerçant Laurent Lecointre. Vous pouvez l'applaudir. Nous commençons au crépuscule de sa vie. Nous sommes le 14 juillet 1805. Ce survivant des périodes troubles se repose dans son parc en famille avec sa femme et son petit-fils prénommé Laurent lui aussi. Jeanne, j'ai horreur des messes basses. Vous parliez de moi? Pas
papy, qu'est-ce que tu es grincheux. Mamie m'expliquait jusqu'où s'étendait le domaine. Très loin, mon petit Laurent. Nous sommes très riches. Et si tu es sage, nous grimperons à la tour du Belvédère et je te montrerai. Monsieur Lecointre, vous êtes bien fatigué. Il est temps de vous reposer. Vous êtes incorrigible. Jeanne Le Sourd, cessez de m'appeler Monsieur Lecointre. Je ne suis pas Robespierre, moi. Je ne suis pas un aristocrate déguisé. Donnez-moi plutôt du citoyen Lecointre. Bon, d'accord, citoyen bourru, mais prenez du temps pour vous. Mais oui. Viens, mon petit Laurent. Oui, papy, qu'est-ce qu'il y a? Viens, près de moi, je vais te raconter notre histoire. On est de dîner, c'est ça? Oh que oui. Mais non. J'ai rencontré ta grand-mère, la charmante, ravissante Jeanne Le Sourd, et nous avons partagé notre vie entre Versailles, Paris et Guy. Versailles, c'est là où habitait le roi avant la Révolution. Oui, tout à fait. Viens, je vais te raconter notre histoire. Nous allons faire un petit retour dans le temps et vous allez pouvoir assister à cette transformation incroyable. Laurent Lecointre va devenir très jeune d'un coup. Laurent Lecointre, le Versaillais. On l'aura bien compris. Et maintenant, Laurent Lecointre, jeune. Ah, Mirabeau, mon ami. Alors, ce Robespierre? C'est un ira loin en politique. Il croit à tout ce qu'il dit. Moi, il me fait peur. C'est un chat qui a bu du vinaigre. Quand même. Sinon, vous avez de bonnes nouvelles pour moi? Vous êtes le plus illustre marchand de Versailles. Vous serez élu pour représenter le peuple courageux et travailleur. Merci. Je vais siéger à l'Assemblée, j'en serai digne, croyez-moi. Sinon, vous aimez Marat? Quelle horreur! Quel fanatique! Quel ignoble personnage! Ah, Marat. Alors, c'est Robespierre. Un passionné, un guide véritable pour nos idées. Et votre santé, mon ami? Un bain de temps en temps pour calmer les démangeaisons. Mais je continue la lutte pour un monde épuré de tyrans. Très bien. Vous avez de bonnes nouvelles pour moi? Vous allez siéger à la Convention pour représenter le peuple opprimé et révolté. Merci. Vous aimez... Merci. Et Mirabeau? Quelle horreur! Quel hypocrite! Quel ignoble personnage! D'accord. Et Lafayette? Parmi tous les nobles qu'il faudra raccourcir, il y a une place de choix dans la galerie Lafayette. Laurent Lecointre, riche marchand versaillais, avait beaucoup d'idoles dans tous les camps de la Révolution, on l'aura compris, de Mirabeau à Marat. Si son ambition était à vendre, son cœur, lui, fut vite pris par une jolie dame, Jeanne-Louise Le Sourd. C'est moi. Ils n'avaient pas plus jeune pour moi. Ouais, voilà. Dont la famille fortunée avait beaucoup de terres sur Guigne. Pour notre bon et malin Lecointre, comme pour d'autres, 1789 fut un tremplin incontournable. C'est quoi tout ce bruit à la Bastille? Rien, c'est une révolte, non? Hein, mon brave La Rochefoucauld? Sire, c'est une révolution. Eh bien, on est Dans de beaux draps. Des draps? On a parlé de moi? J'étais au serment du jeu de paume. J'ai vu la reine s'empiffrer de meringues et de sorbets quand tout mourait de faim. Mais le monde change. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop moins plus calme. Venez, Louis. Laurent, en bon patriote, hébergez-moi, je dois me cacher. Marat, tu sais que je suis l'ami des journalistes. Il n'y a pas si longtemps, j'ai planqué Camille Desmoulins. Allez, viens, passe par là. Mais moi, je suis l'ami du peuple. Mais oui, on a compris. Moi, je suis son serviteur. Allez. Oups. Attends, le roi a tenté de fuir en carrosse. On l'a rattrapé. C'est la fin de Louis Capet. Nous allons faire le grand nettoyage. Eh ben, on va avoir besoin partout de draps propres. Oui, effectivement, opportuniste ce Lecointre. On en eut bien besoin. Ce fut le grand tour de la guillotine. La guillotine, une sensation de vent frais sur la nuque, paraît-il. Hein.
Laurent Lecointre, lui, siégea comme député de 1791 à 1795. Il était appelé à toutes les décisions. Oui, mes braves, je vous écoute. Moi, Robespierre, je dis qu'il faut faire un exemple. Être sans pitié pour le roi comme il est sans pitié pour le peuple. Oui, enfin là, faut peut-être pas. Oui, c'est vrai. Un référendum. Ou l'exil. Pas question. Un exemple. Oui, oui, bon, je vote. La mort du roi, qu'on lui coupe la tête. Tiens, le point. Je vais prendre un banc. Bonjour, vous êtes qui? Charlotte Corday. Eh oui, elle est pas loin, Charlotte. Puis tout s'accéléra. Marat fut assassiné dans sa baignoire. Aïe! Voilà. Qu'on la fasse entrer. J'ai venu pour une manicure. J'ai glissé. Qu'on lui coupe la tête. Aïe! Marie-Antoinette. Ton nom, citoyen? Marie-Antoinette de... Qu'on lui coupe la tête. Ça va, j'avais compris. Tiens, mon gars. Bah, pourquoi? Aïe! Puis il y eut des moulins. Danton. La terreur était partout et pour tous, Robespierre. Et ce qui devait arriver arriva. Votre nom, citoyen? Maximilien Robespierre. Qu'on lui coupe la tête. Bon. Aïe, ça fait mal, la vache! La guillotine, hein, avancerait. Ouh là là, ça se resserre pour notre ami Lecointre. Citoyen, quel est ton nom? Laurent Lecointre, né le 1er février 1742 à Versailles. J'ai commandé un bataillon de la garde nationale. J'ai été président de la convention de Saint-Éoise. Seine-et-Oise. J'ai été député de la convention et j'ai aussi été représentant en mission pour le gouvernement de la Manche. Et t'es bien? Pas grand-chose. C'est-à-dire? Une simple maison à Paris. Mais encore? Une modeste propriété à Versailles. Et? Une bien humble demeure à Digne. Avec un belvédère. Et des jardins à la française. Que l'on appelle Château Lecointre. Ah bon? On dit ça? Je ne savais pas. Je vous la rends? Malin, c'est Lecointre. Très malin. Lecointre a survécu. Lecointre fut emprisonné au Mont-Saint-Michel. 6 mois. Dans des conditions extrêmement difficiles. Ou presque. Avec son geôlier. Alors, comme ça vous avez connu Marat? Eh oui. Un peu de vin? C'est pas de refus. Conditions extrêmement difficiles. Et Robespierre? Eh oui. Un autographe? Mais oui. Belote et rebelote. Et voilà. Très difficile les 6 mois passés au Mont-Saint-Michel. De retour à Paris, Lecointre assista à la prise du pouvoir de Napoléon Bonaparte. Opportuniste, il n'y a pas que lui. Bon, qui vote contre moi? Moi, je ne veux pas d'un autre tyran. Eh bien, qu'on l'exile loin d'ici. Et grâce à son ami Fouché, l'exil prit le nom de Guigne. Ayant racheté une auberge relais de poste appelée jadis l'écu royaliste, il la rebaptisa au franc républicain. Et y fit vivre toute sa famille. Retrouvons maintenant Monsieur Lecointre, Madame Le Sourd et le petit Laurent
Voilà, mon petit Laurent. Nous allons nous promener près du rue de l'Avent et j'apprendrai à pêcher. Oui, papy, oui, citoyen. Oui, papy, citoyen. Et ce soir, n'oublie pas, c'est la fête du 14 juillet. Mon bonhomme, comment veux-tu que j'oublie la Révolution avec tout ce qu'elle nous a fait vivre? Ça c'est bien vrai. On a vécu des aventures rocambolesques avec ton grand-père. Et nous sommes toujours là, Jeanne-Louise. Effectivement. Allez, viens, suis-moi. Je vais te raconter notre histoire. Et les poissons n'attendent pas. Effectivement. À 63 ans, Laurent Lecointre s'éteignit à Guignes le 4 août 1805. Le 4 août 1805. Le Thermidor. L'an 13 et la Révolution citoyenne. C'est vrai, pardon. Effectivement, on dit le 16 Thermidor de l'an 13. Excusez-moi, citoyen. Bon, il fut enterré dans sa propriété du Belvédère, où vous pouvez d'ailleurs voir sa stèle commémorative. Juste derrière le parking, vous longez le petit buisson là-bas et vous verrez une stèle qui dépasse encore. C'était la stèle de la famille Lecointre. Actuellement, sa dépouille repose au cimetière de Guignes. Vous pouvez applaudir tous les comédiens. Attends. Sur ce Versaillais qui est devenu guignois, il y a effectivement un très beau papier qui a été fait par le Conseil général. Et en même temps, moi je remercie tous mes amis de la Révolution française, le petit Lecointre, le moyen Lecointre, le grand Lecointre. C'est très bien passé, merci à vous. Maintenant, pour vous, Napoléon vous attend. Est-ce que Espoir de Montis est en forme, Vincent? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il est pas en forme, il l'attend. Et on voit ça. Il est prêt. Ok. Il attend son Napoléon. Napoléon Kellerman, rendez-vous à 16h sur la place du village. En attendant, amusez-vous. On peut visiter, voir l'expo, faire du tir à l'arc. On se retrouve à 16h là-bas. A tout à l'heure. Une fois de plus en extérieur, j'invite d'abord les comédiens à faire preuve d'une voix telle que les cours de théâtre vous l'ont appris. Néanmoins, si on n'a pas trop de cloches d'église, il est fort probable que vous arriviez à bien percevoir. Rapprochez-vous, venez au moins jusqu'au bord ici, c'est plus agréable. Le plateau de jeu est ici. C'est un théâtre immersif, c'est du théâtre de rue. Le cheval ne viendra pas là, en tous les cas pas tout de suite. On verra ce qu'en pense Kellerman. N'est-ce pas Kellerman? Très bien. Alors aujourd'hui, c'est les fêtes du patrimoine. Et on s'est dit à Blouses-en-Seine, on aime notre commune. On va se servir de tout ce qui a été fait comme base historique. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont produit beaucoup de choses, notamment qui sont exposées près du Belvédère, avec les archives départementales. Et on a dégagé finalement, c'est un choix arbitraire, 3 lieux, 3 moments historiques de notre commune. Le premier, Vitry, près du terrain de boule, là où vous avez du tir à l'arc. On remercie nos amis les archers calméciens d'être venus nous aider, faire de l'initiation, de la découverte et de s'être prêtés à ce jeu historique du tir à l'arc. Donc ce matin et en début d'après-midi, nous avons joué pour vous le hameau de Vitry. Et puis nous nous sommes orientés vers la Révolution française, le Belvédère, où Laurent Lecointre, ce fameux député controversé mais qui a survécu à toute la Révolution, est venu nous présenter Marie-Antoinette, Louis XVI, Marat, Robespierre, Mirabeau et toute la clique. Et enfin, on termine là, nous étions déjà ce matin, pour présenter Napoléon, qui a siégé, dormi, du moins passé une nuit au Sainte-Barbe. Vous savez que Napoléon, il a traversé comme ça, Mormant, Nangy, c'est la campagne de France, 1814. Il y aura un QCM tout à l'heure, on vous posera des questions. Et nous, on s'est dit que terminer par ça, c'est magnifique. Mais quand vous aurez fini d'assister dans 20 minutes, une demi-heure, peut-être 50 si je parle trop longtemps, mais Constant m'interrompra, je connais Constant. Vous allez bien Constant? Oui, sire.
Très bien. C'est pas fini pour autant. L'église est à visiter, elle est commentée, c'est magnifique. Et derrière, vous montez la place juste ici. Et vous arrivez avec une magnifique exposition d'art, peinture, sculpture, qui ferme, monsieur Rosier, à 18 h, me semble-t-il. 18 h. Ok. Est-ce que les comédiens, vous êtes prêts? Oui. On sent l'enthousiasme. Hein, Messire, Votre Altesse, Monsieur l'Empereur, tout va bien? Ah, on attaque. Ah oui, j'avais oublié. Lunettes d'époque. Bleu de Syracuse. Là, je vois les peintres qui disent n'importe quoi. Il n'y a pas de bleu de Syracuse. Mais ça fait toujours bien. 16 février 1814. Napoléon Ier a 44 ans. Après 2 années difficiles de recul en Russie puis en Allemagne, l'empereur voit pour la première fois de son règne les troupes coalisées supérieures en nombre pénétrer sur le sol français. Le Rhin est franchi en janvier. Murat vient de rallier l'ennemi. La guerre fait rage sur toutes les frontières. Et de la Marne à la Seine, il faut repousser l'envahisseur et protéger Paris. C'est la campagne de France. Constant, Oui, sire. lisez que je m'écoute. Mon ami, j'ai reçu ta lettre de ce matin à 10 h. J'y ai vu avec plaisir que ta santé était bonne et que tu étais contente de ton fils. Donne-lui un baiser de ma part. Je pense te donner de bonnes nouvelles demain. Ma santé est fort bonne. Adieu, ma bonne Louise. Tout à toi, Napoléon. Très bien. Allez voir où nous pourrons loger. Sire, le dernier rapport fait état de... Cela suffit. Il nous fallait quitter la Ferté de toute urgence. Nous avons mis l'armée de Silésie hors de combat. Notre place est ici à présent. Il faut sauver Paris. Le Cher était à notre portée, sire. Oui. Cet ivrogne fanatique ne perd rien pour attendre. Mais la situation au niveau de la Marne est sous contrôle. Kellermann? Le duc de Ragus surveille Jalon. Le général Vincent est à Château-Thierry. Et Grouchy garde la Ferté-sous-Joie. Et le duc de Trévise s'est placé en avant également. 30 lieues en 2 jours. Ce sont vos jambes qui ne vous portent plus, MacDonald? Nous étions à Montmirail hier, sire. Et nous dormirons à Guignes cette nuit. Que cela plaise ou non. Eh ben oui! Kellermann? Schwarzenberg arrive proche de Paris. Le diable n'y est pas encore. Il est à Montreux. Oudinot? Victor? Oui, sire. Oui, sire. Je vous félicite pour avoir tenu jusqu'à notre arrivée. Mais vos hommes ne sont pas encore quittes de l'ennemi. Demain sera un jour de gloire pour nos armées. Bien, Votre Altesse. Nous gardons Chaume en alerte. Et Pajol est à Évry-les-Châteaux avec 7000 hommes. Alix est à Réau avec 2000 hommes et 8 canons. Les hommes sont galvanisés par votre arrivée, sire. En attendant, qu'ils mangent et se reposent. Vous êtes à Ozor-le-Voulgy, c'est ça? Oui, Votre Excellence. Bien. Alors, MacDonald, où en sont nos propres ravitaillements? Et où poserons-nous nos corps fatigués? Citoyenne notaire. Sire, je vous présente la citoyenne notaire, patronne du Saint-Barbe. L'auberge où j'ai déjà fait porter vos affaires, sire. Il me souvient qu'un citoyen Lecointre siégeait en votre commune, non? Il est 6 pieds sous terre depuis presque 10 ans, Votre Excellence. Même si c'était mon beau-frère, on l'aimait pas trop par ici. Oui. Oui, je me souviens. Un drapier étonnant qui a survécu à tout. Y compris à mes colères. Bon, ce soir, nous dormirons en vos murs. J'ai mis des draps neufs et tout l'étage est déjà chauffé. Et votre époux? Jean Urbain est sur Paris, Votre Excellence. Bien.
qu'il se rassure. Paris ne tombera pas. Bon, je veillerai à ce que l'on ne vous oublie pas. En attendant, apportez-nous à boire. Nous allons parler un peu avec mes généraux, puis nous regagnerons votre palais. Joséphine? Constant? Oui, sire. Merci. Montrez la carte. Nous vous écoutons, sire. L'armée de Bohême est divisée en 3 colonnes. Wittgenstein à droite, Württemberg à gauche, et Wrede au centre. Nous allons les diviser, les pourchasser et les mettre en pièces. Nous avons 47 000 hommes, sire. Mais il y a beaucoup de Marie-Louise, votre Excellence. Et alors, diantre? Ils ont le cœur farouche et le bras puissant. C'est l'avenir de la France. L'êtes-vous, Victor? Sire, la garde impériale est presque au complet. Bien. Kellermann, vous serez avec Excelmans et Pajol aux ordres de la cavalerie. Vous vous positionnerez ainsi. Là et là encore. Mormant, Nangis, et après. Nous filerons sur Montreux. Il faut couper leurs troupes. Ils ne croient encore à Montmirail. Tout est clair pour vous, messieurs? Oui, sire. Alors levez 5 heures pour tous, mise en route à 6 heures. Sire, voilà 2 braves soldats qui se sont illustrés hier sur le champ de bataille. Pierre Chevet, matricule 1208, 1er régiment des Grenadiers. Je suis né à Sedan le 17 mars 1791. Je suis cultivateur, sire. Je veux que le fils d'un cultivateur puisse se dire « Je serai un jour cardinal, maréchal de France ou ministre ». François-Désiré Charon, matricule 447, 1er régiment des éclaireurs attaché au régiment des grenadiers à cheval. Je suis né le 16 février 1795, au Plessis-Feu-Aussou. Je souhaite servir l'Empire jusqu'à ma mort. Tu manies bien le fusil, à ce qu'on m'a dit. J'ai coutume de dire, le meilleur soldat n'est pas tant celui qui se bat que celui qui marche. Mais demain, messieurs, mes soldats, mes proches, mes fidèles, j'aurai besoin des deux. Marcher sur l'ennemi et le terrasser. Vive l'empereur! Constant? Oui, votre Excellence? Qu'on me prépare un bain et une bouteille de Gevrey Chambertin pour le dîner. MacDonald? Bien, sire. Nous dînerons ensemble. Vous regagnerez votre quartier général de Solaire après. Bien entendu, sire. Ah, Constant. Oui? N'oublie pas l'eau de Cologne pour mes frictions. Pas comme la dernière fois. Elle est déjà dans votre chambre. Bien. Alors, messieurs, dames, je vous laisse à vos campements. Madame Notaire n'attend pas. Que la nuit sur Guigne vous soit paisible. Demain, nous apprendrons la marche arrière aux Russes. « 17 février à 6 heures du matin. Les soldats français sont prêts pour l'offensive. La nuit a été froide et courte. Les jeunes conscrits, un peu hagards, regardent vers l'est pour se donner du courage. Le soleil qui tarde à se lever sera peut-être celui d'Austerlitz. Les vieux grognards, eux, boivent une fois de plus pour se donner de l'allant. Certains ont tout connu, mais à présent l'ennemi est tout proche, sur la route de Mormant. Bientôt tous se mettront en route selon les plans minutieux de l'empereur des Français. Kellermann, Oui, votre Excellence. vous irez avec Milo, portez vos cavaliers, ici,
est là. Et les dragons de Tréliard? Légèrement vers le sud, près des bois. Vous voyez? Bien compris. Oudinot, je sais que les hommes sont épuisés. Mais il va nous falloir encore quelques sacrifices pour chasser l'ennemi de notre sol. Boyer et Rotembourg gardent le château et la route de Vernouillet. Et nous placerons l'artillerie de Drouot à la sortie de Guignes. Victor, vous irez sur Péqueux. Mais que savons-nous des positions de Palaine en face de nous? Les blouses bleues ont bien travaillé. Les Russes sont ici. Et nous allons leur botter les fesses. Vive l'empereur! Et vous, sire? Vous serez où? Juste ici. Je vais superviser la bataille du sommet du clocher. Messieurs, en position. Pour la France et l'Empire. Vive la France! Vive l'empereur! Et vive l'Empire! Sire, je viens de soigner ce paysan. Il a des choses à vous révéler. Il m'a pris pour vous, votre Excellence. L'arrêt. Ce n'est ni le premier ni le dernier qui fera cette confusion. Vous le savez très bien. Je t'écoute. Je me nomme Julien et je suis paysan tout près de Marais-Dunqueur. Il a beaucoup plu. J'ai vu les Prussiens et j'ai vu les Russes. Il ne dort plus depuis 4 jours. Avec Nicolas le maréchal Ferrand, on en a crevé 5 depuis 1 semaine, dont un qui avait du grade. Près Dunqueur, tu dis? Sûr. Ces salauds sont installés là. Ils ont tout pillé. Et puis d'autres saloperies encore. Que t'est-il arrivé? J'ai passé le coup à un cosaque d'abuser de nos femmes. Il pourrit dans l'eau à l'heure qu'il est. Merci, mon brave. Crois-moi, nous en enverrons encore un grand nombre au fond des étangs. Tu peux disposer. L'arrêt? Oui, sire. Ton avis? J'ai soigné bien des paysans dont le sarrau bleu était couvert du sang de nos ennemis. Et ce Julien? Il gardera son bras. Quelques asticots sur la plaie, et dans 1 ou 2 semaines, il repartira comme neuf. Ah, si j'avais pu organiser ces paysans armés. Enfin, l'arrêt, vous montez avec moi au clocher? Une autre fois, mon Excellence. Je dois aller soigner 2 jeunes soldats bien nés qui se sont mutilés la main avec leurs baïonnettes. Il faut vouloir vivre et savoir mourir. Tout est là. Napoléon, insatisfait de sa vue du clocher, de retour du belvédère où il a finalement mieux suivi l'engagement des troupes, s'enquiert de leur progression. Je vous écoute, MacDonald. Les 8000 Russes bousculés par Victor se sont repliés sur Mormant. Ils seront bientôt à nous. Oui, j'ai bien vu. Drouot a fait tonner les canons sur l'ennemi. Et leur infanterie s'est débandée. Quid de notre cavalerie? Comme Gérard a réussi sa percée dans Mormant, en prenant moult prisonniers, la cavalerie de Pirée et les dragons de Treillard ont culbuté à revers les lanciers russes. Comment réagit Palaine en face? Il a formé 2 carrés. Kellerman et Milhaud ont enfoncé le premier. L'autre, comme vous l'aviez prédit, s'est retiré dans les marais d'Enqueur, où les brigands d'Ismer et Ludo les traquent sans relâche. Oui. J'ai cru apercevoir foison de fuyards à l'horizon. Les dragons d'Espagne les sabrent jusqu'à Maison Rouge. Pirée déjà sur Mormant. Dago se plaint des ravitaillements. Dites-lui que le pain de Paris arrive. Et ce soir, les corbeaux boufferont du russe dans la plaine. Vive l'empereur!
Constant, Oui, sire. articulez bien. Ma bonne Louise, je t'ai fait écrire 2 fois sur le champ de bataille pour te donner de bonnes nouvelles. J'ai fait 6000 prisonniers russes. J'ai défait le corps de Wittgenstein, lui ai pris 15 pièces de canon, 50 caissons d'artillerie. Plusieurs généraux sont pris. Mes troupes suivent l'ennemi dans la direction de Montreux, de Provins et de Bray. Ce soir, toute la grande armée ennemie aura repassé la Seine fort en désordre. Adieu ma bonne amie, un baiser à mon fils. Je t'ai fait dire de faire tirer 30 coups de canon. Napoléon. Très bien, ça ira. Que l'estafette parte immédiatement. Constant, un autre café et nous y allons. Sire, Madame Notaire est là. Fais l'entrée. Votre Excellence a bien dormi? Je dors très peu, mais j'ai apprécié de dormir au sein de Barbe. Vous avez soupé rapidement. Omelette, pommes de terre, lentilles. Que demander de plus à un homme qui a besoin de force? Point de poulet maringot ni de côtelettes Rivoli. J'ai le corps frais et la tête claire. Constant a ménagé les restes pour ce midi, d'ailleurs. Ah, Constant. Oui? Dédommagez Madame Notaire comme il se doit. Constant, vous avez mes réglisse. Bien entendu, sire. Alors, Madame Notaire, nous allons vous laisser. Ce soir, je dormirai à Nangy. Napoléon dormit en effet le 17 février 1814 à Nangy, au lieu-dit la Baraque, avant de prendre la route de Montreux, où une terrible bataille lui offrit la victoire, et la route de Troyes. Sur les hauteurs de Surville, l'empereur ajouta: Ne craignez rien, mes amis. Le boulet qui me tuera n'est pas encore fondu. Mais cette guerre de poursuite entre l'Aisne et la Seine n'empêcha pas les forces étrangères de déborder les vaillantes troupes françaises et de pénétrer dans Paris le 30 mars 1814. L'empereur abdiqua le 4 avril et fit ses adieux déchirants au château de Fontainebleau le 11. Le 4 mai, il partit en exil sur l'île d'Elbe. Cela ne dura que 6 mois, car le 1er mars 1815, Napoléon débarqua au golfe Juan pour son grand retour sur le sol de France. Les 100 jours marquèrent le vol de l'aigle et la quête éternelle vers la gloire et le pouvoir. Tout s'acheva dramatiquement sur la plaine de Waterloo. Sainte-Hélène fut sa dernière maison dès le mois d'octobre 1815. Mais ceci est une autre histoire. Comédiens de Blues en scène et toute la sauce de Blues en scène qui, fort de ses 70 adhérents, un petit peu plus peut-être, a réussi à faire de cette journée une très belle journée en accord avec les valeurs de la commune, les valeurs du patrimoine, la mémoire, le partage. On ne se construit pas sans connaître notre histoire. Et c'est pas fini, vous verrez encore des belles choses dans la commune dans les mois à venir. En attendant, une pensée particulière pour notre ami Espoir de Montis, sans qui Napoléon n'aurait pas eu la même prestance. Un petit coucou à nos amis les archers calméciens qui sont ici. Merci à vous, monseigneur. En attendant, écoutez, il vous reste encore la superbe exposition. Elle vous attend. Il y a des très très belles choses à voir. Excellente fin de soirée. Nous, on va essayer un peu de ranger tout ça avec harmonie.
Merci à vous. Merci.